Merci beaucoup, Caroline. Donc avant tout, comme les autres intervenants, je souhaiterais remercier Mathieu Boucheberger pour l'organisation de ce beau colloque. Le sujet est, me semble-t-il, fondamental. Je suis vraiment très honorée d'y participer, donc merci beaucoup, Mathieu. Alors pour ce qui concerne plus spécialement le sujet qui m'a été confié, c'est-à-dire les insuffisances du droit commercial international en Nouvelle-Calédonie, c'est surtout finalement sur les incertitudes du droit qui est applicable aux contrats commerciaux internationaux que je vais insister aujourd'hui. Ces incertitudes, elles sont liées d'une part à l'évolution, on va dire, du statut de la Nouvelle-Calédonie et d'autre part au transfert des compétences de l'État vers la Nouvelle-Calédonie. Donc on va constater ensemble que quand on confronte ces deux éléments aux questions traditionnelles du droit applicable au contrat du commerce international, on se retrouve avec des imbroglios juridiques qui sont parfois très complexes au niveau des normes internationales applicables et également quant aux techniques d'anticipation des litiges qu'on utilise traditionnellement dans les contrats commerciaux internationaux, ce qui nous donne donc les deux parties que vous voyez sur ce PowerPoint. Alors d'abord, pour ce qui concerne l'applicabilité des normes internationales et issues de l'Union européenne face à l'évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie. En droit international privé, on distingue classiquement les normes internationales de celles qui sont issues de l'Union européenne, tout simplement parce que leur nature ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Alors, la question elle est un petit peu différente en Nouvelle-Calédonie, compte tenu du statut particulier qu'elle a, mais il m'a semblé que cette distinction était quand même la plus claire pour aborder ces questions. D'abord, donc, la question des conventions internationales qui intéressent les contrats commerciaux internationaux. Lorsqu'il est question de l'applicabilité d'une norme internationale, le raisonnement à mener, c'est toujours le même. En fait, on part d'un raisonnement de DIP assez classique. On va vérifier les trois champs d'application, c'est-à-dire le champ matériel, le champ temporel et le champ spatial de la norme en cause. Et puis, on va essayer de regarder si c'est applicable à la situation qui nous concerne. Donc, de manière simplifiée, on va vérifier que l'objet de la convention correspond bien à l'objet du litige, plus généralement à la question de droit qui se pose. Et puis, on va vérifier aussi que la convention en cause, elle est effectivement en vigueur et en application au moment où on souhaite l'appliquer. Et enfin, on va vérifier que les États intéressés ont bien ratifié la norme en question, sous réserve de ce qu'on appelle les textes à vocation universelle, où dans ce cas, il suffit que le texte soit en vigueur dans le pays dans lequel on demande l'application. Je laisse un peu cette question de côté, parce que sinon, on va partir dans des considérations extrêmement techniques. Alors, la vérification de ces trois champs d'application pour déterminer si la norme en cause elle est applicable ou non en Nouvelle-Calédonie, on va voir ensemble qu'elle peut s'avérer particulièrement complexe. Depuis l'accord de Nouméa et spécialement depuis la loi organique de 99, la signature d'accords internationaux, elle peut être définie comme ce qu'on appelle une compétence partagée, alors plus ou moins partagée, mais je pense que M. Bockel développera cette question, donc je la laisse de côté, en tout cas j'espère, parce que moi j'ai laissé de côté. Et c'était pas le cas avant. De même, la Nouvelle-Calédonie, même si elle a toujours eu un statut spécial, c'était pas un territoire qui était doté de l'autonomie progressive telle qu'elle a été définie et telle qu'elle a été mise en place par l'accord de Nouméa et puis surtout par la loi organique de 99. Donc, a priori, on pourrait se dire que les conventions internationales qui ont été signées avant l'accord de Nouméa par la France, elles sont toutes applicables en Nouvelle-Calédonie. En réalité, vous vous doutez bien que si j'en ai fait une partie, c'est que la réponse, elle est loin d'être aussi évidente que cela. Et j'ai choisi de prendre deux exemples de deux conventions qui intéressent les contrats du commerce international pour vous montrer en fait les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, le premier exemple, c'est la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels. C'est un texte qui est entré en vigueur en France en 1964, autrement dit à une époque où il n'était pas du tout question de partage des compétences en matière d'engagement internationaux. Et a priori, on se dit, l'applicabilité, elle ne fait pas de doute. Eh bien si, l'applicabilité, elle fait un doute, puisque cette convention contient un article 10 qui nous dit, donc je vous l'ai mis sur le PowerPoint, la présente convention s'applique de plein droit au territoire métropolitain des États contractants. Si un État contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tel des autres territoires
dont les relations internationales sont assurées par lui. Il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, parce que le siège de la conférence de La Haye est à La Haye, aux Pays-Bas. Celui-ci en enverra par la voie diplomatique une copie certifiée conforme à chacun des États contractants. Alors, quelle que soit la période de l'histoire, si j'ai une seule certitude, c'est que la Nouvelle-Calédonie n'a jamais été un territoire métropolitain. Elle a changé de statut, mais ça n'a jamais été un territoire métropolitain. Du coup, on se trouve dans le cadre de cet article 10. Est-ce que l'État français a pris le soin de faire cette déclaration qui est prévue par l'article 10 afin que la Convention de La Haye soit applicable dans les territoires hors métropole? On peut l'espérer, mais malgré un certain nombre de recherches, moi ça fait un petit moment que je cherche, je me suis renseignée aussi auprès de la conférence de La Haye, on n'a pas de trace de cette déclaration. Donc je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je dis simplement qu'on n'en a pas de trace, et c'est encore une fois, il faut se resituer dans le contexte de l'époque. La signature, c'est 1964. 1964, l'informatique, etc. n'existe pas, donc peut-être que cette déclaration a été faite. En attendant, on n'en sait rien parce qu'on n'en a pas de trace. Second texte dont j'ai pris exemple, alors là, l'article, non, ça va, c'est lisible. Second texte qu'on peut retenir pour illustrer ces difficultés d'applicabilité donc des normes internationales, c'est la Convention des Nations Unies qui a été conclue à Vienne le 11 avril 80 sur les contrats de vente internationale de marchandises, qu'on appelle souvent la CVIM, ou Convention de Vienne tout court. Cette convention, donc, elle a été signée dès 1980, mais elle est rentrée en vigueur uniquement le 1er janvier 1988 en France. C'est une convention qui est fondamentale parce que c'est ce qu'on appelle du droit matériel, donc c'est pas des règles de conflit de loi, c'est vraiment une unification du droit qui est tout à fait inspirée de ce qu'on appelle la lex mercatoria, la loi des marchands, qui est cette espèce d'ensemble des usages du commerce international. Et cette convention, elle contient un article 93 qui nous dit que, alors je reprends que le début, tout État contractant qui comprend 2 ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s'appliquent dans les matières régies par la présente convention, pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente convention s'appliquera à toutes ces unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Alors, compte tenu de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même extrêmement délicat de savoir s'il convient de considérer que la Nouvelle-Calédonie était une unité territoriale distincte et donc de savoir si la France aurait dû ou au moins aurait pu faire cette déclaration, donc qui est prévue premièrement de l'article 93. Au moment de la signature et de la ratification de la Convention, effectivement, le transfert de compétences tel qu'il est conçu par la loi organique de 99, il n'existait pas, c'est vrai, mais la Nouvelle-Calédonie était quand même déjà autonome dans certains domaines, donc il y a quand même un réel doute sur l'applicabilité de ce premièrement. Finalement, ici, c'est le 4e de l'article 93 qui permet de lever l'ambiguïté et qui finalement nous sauve un petit peu sur ce texte est-il applicable en Nouvelle-Calédonie ou pas. En fait, ce 4e nous dit si un État contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet État. Donc c'est parce que la France n'a pas fait de déclaration que finalement on n'a pas à se poser la question de savoir si la Nouvelle-Calédonie était une unité territoriale ou pas et que la Convention est applicable du coup sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Si la Convention était signée aujourd'hui, la réponse, en revanche, serait sans doute différente, puisque la Nouvelle-Calédonie est autonome en matière commerciale depuis le 1er juillet 1993. C'est une convention signée dans le cadre des Nations Unies, et ce type de clauses, on les retrouve dans quasiment toutes, en tout cas très régulièrement, dans les conventions signées dans le cadre de la CNUSI, donc des Nations Unies sur le commerce, la Commission des Nations Unies sur le commerce international. Donc à l'avenir, il faudra quand même, si la France décide de signer une nouvelle convention, faire très attention à ce type de clause pour savoir si, oui ou non, une future convention serait applicable en Nouvelle-Calédonie ou pas. Alors, je pourrais encore donner d'autres exemples, mais je vais essayer de finir mon intervention en respectant à peu près le timing. Je m'intéresse donc tout de suite, dans un grand B, aux conventions internationales qui ont été signées dans le cadre de l'Union européenne. Alors, la Nouvelle-Calédonie, vous le savez tous, a un statut de PTOM, c'est-à-dire de pays et territoire d'outre-mer vis-à-vis de l'Union européenne. Et en vertu de l'article 299 du traité, ses relations avec l'Union européenne sont régies par un régime d'association. Ça veut dire qu'elle ne fait pas partie du territoire de l'Union européenne. C'est un
un morceau de la France, d'accord? C'est une partie de la France, la Nouvelle-Calédonie, mais c'est pas une partie du territoire de l'Union européenne. Du point de vue du droit applicable, ça veut dire que les règlements de l'Union européenne ne sont pas, ça va être dur, ne sont pas applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Pour autant, il faut prendre garde de ne pas en tirer de conclusions trop hâtives. Le droit de l'Union européenne, il a changé de nature au fil de la construction européenne et en fait, on est passé d'un système conventionnel à un système qu'on dit communautariste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ de l'Union européenne, avant que ça devienne la communauté européenne, on avait un système de convention internationale classique qui était réservé aux États de l'Union européenne, mais chaque État devait signer, ratifier ces conventions individuellement. Et puis, on est passé ensuite au système communautaire avec le traité d'Amsterdam en 97. Donc là, existe le système des conventions internationales, on passe au système des règlements de l'Union européenne, ce qui veut dire qu'en fait, chaque fois qu'on adopte un règlement, le règlement devient directement applicable dans tous les États membres de la communauté européenne. Je mets de côté la procédure d'accord de coopération renforcée. Là aussi, évidemment, il y a toujours des exceptions aux exceptions. En droit, de toute façon, qui dit principe dit exception. Donc, on a changé de système. Mais comme la France est vraiment dans l'Union européenne, en tout cas dans les communautés européennes, on va dire depuis le départ, on a deux conventions internationales qui étaient fondamentales, donc sous l'ancien système, sous le système conventionnel. C'est la Convention de Bruxelles de 1968 qui régit la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et puis la Convention de Rome du 19 juin 80 qui régit la loi applicable aux obligations contractuelles. Quand elles ont été signées, les deux se sont appliquées à l'ensemble du territoire français, Nouvelle-Calédonie comprise. D'accord? Sauf que ensuite, quand on est passé au système communautaire, ces deux conventions, elles ont été remplacées par des règlements de l'Union européenne. Règlement donc de Bruxelles 1, puis règlement de Bruxelles 1 bis pour la Convention de Bruxelles, règlement de Rome 1 pour remplacer la Convention de Rome. Et dans ces deux règlements, on a chaque fois un article qui nous explique que pour les PTOM, eh bien, la convention qui précède le règlement reste applicable. Donc ces conventions qui découlent de l'Union européenne, union entre guillemets, hein, c'est pour simplifier la terminologie, sont toujours applicables en Nouvelle-Calédonie, alors qu'elles sont plus applicables en métropole. Et donc on se retrouve avec un droit qui n'est pas le même en métropole et en Nouvelle-Calédonie. Et nous, on a en fait l'ancien système qui n'est pas forcément très satisfaisant, parce que vous vous doutez bien que si on a changé le système, eh ben, c'était pour que ce soit plus satisfaisant. Donc c'est un petit peu dommage, ça crée de l'insécurité juridique. À mon sens, c'est aussi un frein au commerce international, puisque si on veut contracter une entreprise calédonienne avec une société allemande, une société espagnole, ça va être très compliqué pour eux de comprendre que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France, mais qu'en fait, on n'applique pas le règlement, qu'on applique la convention, et donc que c'est un retour en arrière par rapport notamment aux règles de reconnaissance des décisions, d'exécution, etc., qu'il n'y a pas besoin de procédure d'exéquatur. Et ben là, finalement, si on repart sur des procédures d'exéquatur, donc tout ça met des freins juridiques au développement du commerce international. Donc un tout petit mot sur Lugano, puis je renverrai aux actes. Convention de Lugano, c'est pareil. Lugano, en fait, là, ça gère les relations entre les États membres, d'un côté, et puis ce qu'on appelle les pays de la ELE, l'Association économique de libre-échange, de l'autre côté. La Convention de Lugano 2, d'accord, donc c'est une convention de 1987, elle a été signée directement par l'Union européenne au nom des États membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les États membres ont été impliqués dans cette convention par le simple fait que l'Union européenne est signée en leur nom. Sauf que l'Union européenne, elle n'a pas le pouvoir d'engager les PTOM. Ce qui fait que la France est engagée, mais la Nouvelle-Calédonie n'est pas engagée. Et pour que la Nouvelle-Calédonie soit engagée, il va falloir que la France ratifie individuellement cette convention de Lugano 2 en plus, pour avoir pareil des règles satisfaisantes d'échange, mais c'est en cours. Donc le projet de loi de ratification a été déposé au Sénat, a été examiné par le Sénat en mai dernier, donc c'est assez récent. Pour l'instant, à part ce dépôt de dossier et ce premier examen, on n'a rien d'autre. Donc vous voyez qu'au niveau des textes internationaux ou des textes, on va dire, issus de l'Union européenne plus largement, au final, il y a quand même beaucoup d'incertitudes et puis pas mal d'imbroglios juridiques. Il faudrait vraiment qu'on arrive à simplifier tout ça. Est-ce que, si on se tourne maintenant du côté des techniques classiques d'anticipation des litiges, on a davantage de sécurité juridique? C'est ce que je vous propose de voir maintenant, donc je vais essayer d'aller assez vite pour examiner ces questions.
Alors, compte tenu, encore une fois, de mon temps de parole, je ne vais pas envisager toutes les techniques d'anticipation des litiges commerciaux qu'on peut imaginer, c'est-à-dire je ne vais pas en lister toutes les clauses qu'on peut insérer dans les contrats commerciaux internationaux. Je vais me contenter de 2 types de clauses qu'on appelle les clauses d'électio ioris et puis les clauses compromissoires, et puis je vais les confronter à la question du transfert des compétences pour voir ce que ça signifie. 5 minutes. Donc 2 minutes 30 par clause. Alors, pour les clauses d'électio ioris, d'abord, une clause d'électio ioris, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une clause de choix de loi. Donc, ça veut dire que dans un contrat, on écrit tout simplement que, en cas de litige, celui-ci sera réglé par application du droit australien, du droit brésilien, du droit canadien. Bref, on choisit à l'avance, en cas de litige, quel est le droit qui sera applicable à ce litige. Ce sont des clauses qui sont extrêmement courantes dans les contrats commerciaux internationaux, c'est logique. Ce sont des clauses qui participent à la prévisibilité du contrat. Ça permet de mettre les parties en confiance parce que à l'avance, on sait qu'en cas de problème, on sait quel sera le droit applicable. On n'aura pas à se poser le problème des conflits de loi, etc., etc. Alors, ces clauses, elles sont très très largement admises en droit français. Il suffit qu'elles soient stipulées de façon très apparente, ou bien qu'elles soient dans un document auquel le contrat renvoie, mais il faut que ce soit clair et il faut que la partie ait été mise en mesure de prendre connaissance de ce document. Alors, a priori, on se dit que finalement, il n'y a aucune raison pour qu'une société calédonienne ne puisse pas s'en servir. On ne voit pas où est le problème. Alors, le problème, en fait, il est tout simplement quand on désigne le droit français. Parce que si vous faites une clause de choix de loi en disant en cas de problème, c'est le droit français qui est applicable. Quel droit français? Le droit français tel qu'il est en vigueur en métropole ou le droit français tel qu'il est en vigueur en Nouvelle-Calédonie? Je rappelle donc ce qui a été dit par d'autres intervenants. Le transfert de compétences au niveau du droit commercial et du droit civil, il a eu lieu au 1er juillet 2013. Ça veut dire que le droit qui est applicable en Nouvelle-Calédonie, c'est le droit tel qu'il existait en métropole au 1er juillet 2013. Toutes les réformes qui ont été votées par le Parlement, le législateur, donc étatique, sauf certaines extensions, elles ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. Et ce à quoi il faut rajouter, le droit qui a été adopté par le législateur calédonien. Mais en toute hypothèse, il est certain qu'on n'a plus le même droit que celui de la métropole. Je pense aussi notamment ici à toute la réforme du droit des contrats qui est passée en métropole et qui a bouleversé, qui a même renuméroté le Code civil. Donc, quand on fait une clause de choix de loi et qu'on dit en cas de problème c'est le droit français qui est applicable, lequel? On n'en sait rien. Donc il faut être super précis et mettre à ce moment-là, si on veut le droit français tel qu'il est en vigueur en Nouvelle-Calédonie, il faut vraiment le préciser dans la clause. Alors dernière toute petite remarque, je sors un peu de mon sujet, il doit me rester 2 minutes, mais tant pis, je sors un tout petit peu de mon sujet. Ce problème, il va se poser aussi quand vous avez un contrat qui va être passé entre une entreprise calédonienne et une entreprise métropolitaine. J'utilise le terme de métropolitain, même si ça englobe aussi les départements d'outre-mer, c'est par commodité de langage. Vous avez un contrat qui est fait entre une entreprise calédonienne et une entreprise métropolitaine. Est-ce que vous pouvez recourir au système de la clause de choix de loi? Non, parce que c'est pas un contrat international. C'est un contrat français. Et que les clauses de choix de loi, elles sont valables qu'au niveau des contrats internationaux. Elles sont pas valables au niveau des contrats franco-français. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faudrait des règles de conflit interne de normes. Et ces règles de conflit interne de normes, malheureusement, elles n'existent pas. La seule qui existe, c'est celle que Mathieu a citée tout à l'heure. C'est l'article 9, me semble-t-il, de la loi de 99, qui nous dit en cas de relation mixte, voilà, c'est tout. Mais on n'a pas de règles de conflit interne de normes. Et ça, en termes de sécurité juridique, c'est quand même assez dramatique, il me semble, pour les contrats que peuvent passer les sociétés. Donc soit calédonienne étrangère, soit calédonienne métropolitaine. Dernier point sur les clauses compromissoires. Alors, quand on insère une clause compromissoire dans un contrat commercial international, cette clause, elle va permettre en cas de litige de ne pas faire juger l'affaire par une juridiction étatique, mais par un tribunal arbitral qui est composé d'arbitres qui sont choisis par les parties. Donc en fait, le choix de l'arbitrage, c'est le choix d'une certaine forme de justice. Une justice, en fait, qui est privée, qui est discrète, qui est rapide, qui est onéreuse, c'est vrai. C'est une justice qui est chère, mais elle est discrète, rapide, efficace, et elle est particulièrement adaptée à la vie du commerce et des affaires. Pour autant, cette forme de justice, elle a besoin d'être encadrée juridiquement parce que comme c'est une justice privée, il faut quand même qu'on ait des règles, un cadre juridique et puis aussi des règles supplétives, c'est-à-dire des dispositions qui s'appliquent
dans le silence de la convention d'arbitrage sur tel ou tel point. Et c'est particulièrement important quand vous avez un blocage qui va être mis en place par une partie qui veut éviter justement d'avoir une sentence arbitrale, ou c'est important aussi quand vous avez un problème de désignation des arbitres, ce qui peut se poser, ou de remplacement des arbitres. Alors, je n'évoque pas la question des conventions internationales qui sont relatives à l'arbitrage. On en a un certain nombre ici, mais on retombe sur les mêmes problèmes d'applicabilité en Nouvelle-Calédonie que ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est peut-être un petit peu plus simple pour l'arbitrage. Donc, en métropole, là, je vais plutôt me concentrer en fait sur le droit commun, en fait, le droit d'origine interne, on va dire. En métropole, qu'il s'agisse de l'arbitrage en matière du commerce interne ou en matière du commerce international, on va trouver des dispositions supplétives qui seront dans le Code civil, mais surtout dans le Code de procédure civile. Et la difficulté, c'est que le Code de procédure civile, enfin la procédure civile, ça a été une des premières compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie, c'est extrêmement ancien, et que le livre 4 du Code de procédure civile métropolitain qui est entièrement consacré à l'arbitrage et surtout à l'arbitrage international, eh ben il n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire qu'on n'a aucune disposition supplétive pour pallier les difficultés de l'arbitrage, ni interne ni international. En fait, si vous allez sur Juridoc, vous ouvrez le code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, vous faites un rechercher, vous mettez le terme arbitrage, vous verrez c'est marqué introuvable. Donc on n'a pas de disposition sur l'arbitrage. Je termine. On n'a pas de disposition sur l'arbitrage. La seule chose qu'on ait, c'est dans le Code de commerce, on a le même article en métropole et en Nouvelle-Calédonie, c'est l'article L721-3 qui donne en fait les compétences du tribunal de commerce. Et cet article se termine en disant toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Donc ça veut dire une seule chose, c'est que l'arbitrage n'est pas interdit en Nouvelle-Calédonie. On peut faire de l'arbitrage en Nouvelle-Calédonie. Après, comment, pourquoi, comment désigner les arbitres? Est-ce qu'on peut saisir le président du TPI si on a un problème de désignation? On n'a rien, on n'a pas de règles. Donc là, c'est pareil, il y a quand même un gros vide juridique et c'est pas sécurisant du tout pour la vie des affaires. Donc pour conclure très rapidement, qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en place pour pallier ces incertitudes juridiques? À mon sens, il y aurait trois choses qui seraient nécessaires. La première, ce serait de faire un état des lieux des conventions internationales, en particulier celles qui intéressent le commerce international, mais pas seulement, de faire un état des lieux et puis de vérifier pour chacune son applicabilité, de voir une bonne fois pour toutes ce qui s'applique et ce qui ne s'applique pas sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors, j'ai pas dit que c'était simple, j'ai dit simplement que ça serait bien de le faire pour avoir ce cadre juridique. Deuxième chose qui serait intéressante à mon sens, c'est de créer des règles de conflit interne de loi. Que ces règles de conflit interne de loi interviennent quand vous avez un contrat commercial entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie, ou bien lorsque la question se pose au terme d'une clause d'électio ioris, dans les deux cas, il nous faut ces règles. Parce que pour l'instant, c'est pareil, on ne sait pas trancher ce conflit interne de normes. Transfert des compétences, ça a été une chose, mais c'est vraiment dommage qu'ils aient oublié de faire ces règles internes de conflit de normes en même temps. Alors, je ne rentre pas dans la question en plus de qui est compétent pour faire ces règles de conflit interne de normes. Est-ce que c'est le législateur national ou est-ce que c'est le législateur calédonien? Ça, c'est encore un autre sujet qui pourrait faire une intervention autonome dans le colloque. Et puis, troisième chose, nécessité de renforcer le droit du commerce en Nouvelle-Calédonie et de créer un véritable cadre juridique pour développer, en fait, aussi bien dans le Code de procédure civile que dans le Code de commerce, un cadre juridique qui permette de sécuriser ces contrats internationaux et puis de permettre aux avocats d'affaires, aux juristes d'affaires et puis aux sociétés de savoir quelles sont exactement les règles qu'ils peuvent utiliser. Alors c'est vrai que on dit que le contrat c'est la loi des parties, que en matière de commerce international on a une grande liberté, on a peu de contraintes, c'est le domaine de la loi d'autonomie et tout ça est vrai, c'est vrai qu'on s'en sort toujours. Il n'empêche qu'on est quand même dans un système plutôt romano-germanique et qu'on a besoin de règles supplétives quand le contrat ne prévoit pas tout et on sait très bien que le contrat ne prévoit jamais tout ou rarement tout. J'ai fini, merci.